Bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Voici l'instant joyeux, titre paradoxal parfois avec les thématiques que l'on aborde, mais c'est pour garder l'optimisme de celui qui incarne cette émission et c'est le professeur Henri Joyeux. Bonjour professeur. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là comme toujours, merci de votre expertise. Et On va essayer. Vous êtes toujours autant passionné. Toujours, c'est-à-dire que la santé et le corps humain me passionnent. Mais ce n'est pas simplement la santé organique, si vous voulez. C'est la santé générale. Hein? Mais on pourrait s'imaginer que vous avez fait le tour. Oh non. Mais la recherche n'a pas fini de faire le tour de l'humain. Exactement. Bien sûr. Exactement. Mais sur le cancer, il y a du boulot. Hein. Ouais, on va en parler. Souvenez-vous qu'en 1972, ouais. ce qu'a dit Nixon, président des États-Unis, on arrivera sur la Lune, on va guérir le cancer. On est allé sur la Lune. On est sur la Lune, mais le cancer, il est toujours là. Il est toujours là. Et de plus en plus, 1000 nouveaux cas par de jour. Plus par jour en France. En France, incroyable. Total, 382 000. 382 000. Incroyable. C'était 382 000. 1000 nouveaux cas de plus. On pourrait imaginer qu'avec la science, on pourrait imaginer qu'avec l'évolution de la médecine, on pourrait imaginer qu'avec la recherche, on pourrait imaginer qu'avec l'argent qui a été demandé à droite à gauche, avec des télétons, c'est une avec recherche ce qui concerne le traitement. Ouais. Mais il n'y a pas de recherche sur la prévention. La clé est là. Qui veut un cancer? Personne. C'est pour ça que très souvent, je m'amuse en conférence et ce n'est pas tellement pour rigoler. Et vous commencez mais par je leur dis, est-ce que vous voulez avoir un cancer? Lequel? Dites-moi, je vais vous aider à l'avoir. Ouais, donc ça veut dire que nous connaissons un certain nombre de causes. La clé, elle est là. C'est éviter les causes. Et vous allez voir, il y en a une dizaine, mais ces dizaines peuvent se décliner les unes après les autres. Alors c'est ce qu'on va voir. Vous savez aussi qu'il y a les questions que vous pouvez poser au professeur. Il y en a beaucoup sur ces sujets. Normal. Et ce mot, ce nom, ces quelques lettres qui terrorisent. Bien sûr. Parfois. Hein. Bien sûr, bien sûr. Effectivement. Alors on va voir ça aujourd'hui. On a décidé de mettre ce thème, donc connaître les principales causes du cancer pour mieux les éviter. Est-ce que ces causes varient en fonction des cancers? Bien sûr. Les causes du cancer du sein ne sont pas les mêmes que celles du cancer de la prostate, ne sont pas les mêmes que celles du cancer du côlon et du rectum, ne sont pas les mêmes que celles du cancer de l'estomac, ne sont pas les mêmes que celles du cancer du rein. Voilà. Il peut y avoir des éléments communs. Donc, une des premières causes, c'est une baisse de l'immunité. Ça, c'est je vais vous en donner 10. Bon. Première, des défenses immunitaires qui ont faibli. Alors, défense immunitaire, les gens ont davantage conscience. Ça a été, entre guillemets, le côté positif du Covid. Ils ont entendu parler non seulement des vaccins, mais aussi antigènes, anticorps, immunité. Ce qu'il y a, c'est que vous avez même des profs d'immunologie qui ont dit on n'est pas capable de stimuler le système immunitaire. Là, c'est se moquer du monde. En plus, en étant prof d'immunologie. Mais ça vient du fait que les profs d'immunologie, très souvent, ne voient pas de malades. Ils sont sur leur ordinateur, ils sont sur leur publication et ils ne sont pas au contact du malade. C'est totalement faux. Le système immunitaire dépend de notre hygiène de vie. Et nous allons le voir que dans l'hygiène de vie, il y a petit déjeuner, repas de midi, repas du soir, il y a le sommeil, il y a la relation avec son entourage proche, il y a la relation sociale, il y a la relation professionnelle, il y a beaucoup de choses. Donc, première cause, si vous voulez, ce sont les défenses immunitaires. Les deuxièmes, je ne les mets pas dans un ordre de gravité. Je les mets dans un ordre qui est compréhensible par n'importe qui. Mauvaises habitudes alimentaires. Et mauvaises alimentaires se relient avec votre immunité. Si vous avez de mauvaises habitudes alimentaires, que vous êtes en état soit de cachexie, c'est-à-dire vous êtes très dénutri, soit de surnutrition, c'est l'obésité d'aujourd'hui, vous êtes en état inflammatoire, augmentation des risques de cancer. On va voir dans quels endroits du corps. Troisième chose, les perturbateurs endocriniens. Alors, perturbateurs endocriniens, vous avez un livre remarquable de Corinne Lalo, qu'il faudra inviter d'ailleurs sur une émission pour que nous puissions l'interroger. Et elle a fait un excellent livre sur, justement, les perturbateurs endocriniens qui sont responsables d'anomalies de construction du corps génital, d'accord, et qui sont aussi responsables de cancers hormonodépendants. Là, vous avez prostate d'un côté pour les hommes, vous avez également le problème du cancer du sein, cancer des ovaires, cancer du corps de l'utérus, donc vous voyez, un cancer gynécologique. Et puis, dans les perturbateurs endocriniens, vous avez les pesticides. Ça, ce n'est pas Monsanto qui va vous dire que c'est un perturbateur endocrinien. C'est un perturbateur endocrinien, que ce soit
les fongicides contre des champignons ou que ce soit des herbicides au niveau des herbes. Donc, pesticides en général, perturbateurs endocriniens. Donc, on va les retrouver dans l'environnement. Quatrième élément, vous avez le stress. J'ai écrit un livre, Lutter contre le stress, un remède anti-cancer. La personne qui est cancérophobe, qui a peur du cancer, attention, prenez-la au sérieux. Pourquoi a-t-elle peur du cancer? Il y a la famille, il y a l'entourage, il y a les amis, etc. Donc, il faut suivre cette personne parce qu'elle peut faire un cancer. Il ne s'agit pas d'aggraver la chose en disant je veux vous voir tous les mois pour savoir et faire des scanners toute la journée ou tout régulièrement, ça ne sert à rien. Mais ce sont des personnes qu'il faut essayer de voir sur le plan un peu de la psychologie, non pas pour leur donner des médicaments, mais pour les aider à y voir plus clair sur plus vous allez avoir peur du cancer, plus vous risquez d'en faire un. Donc le stress joue un rôle. Ensuite, vous avez la pollution d'une manière générale, dans laquelle il y a les perturbateurs, mais vous avez aussi le tabac, vous avez l'amiante. Souvenez-vous, je vois en Cerdagne par exemple, un immense bâtiment qui a été construit dans les années 70 pour recevoir les tuberculeux. C'était à l'époque où on guérissait la tuberculose. Donc ils ont construit un immense immeuble pour des patients qui étaient atteints de tuberculose. Or, elle était guérie parce qu'ils avaient mis 15 ans pour construire cet immeuble. Et maintenant, cet immeuble, il faut le détruire parce qu'il est farci d'amiante. Et que l'amiante, on le sait, ça peut donner des cancers, de la plèvre, des poumons, etc. Les fameux scandales de l'amiante. Bien sûr. Puis vous avez les virus. Il y a les virus, on en parlera avec les problèmes des virus qui touchent le foie, l'hépatite B en particulier, l'hépatite C également. Puis vous avez les virus qu'on appelle le papillomavirus, je cherchais le nom, excusez-moi, papillomavirus pour cancer du col utérin, cancer au niveau des voies génitales de l'homme, cancer également de la zone otorhinolaryngologique, donc les virus. Et c'est là que les vaccins peuvent jouer un rôle, on en parlera certainement en faisant une émission particulière sur les virus et le cancer. Puis il y a la génétique. Par exemple, cancer du sein, sur 100 femmes atteintes de cancer du sein, vous en avez 5 à 8% qui sont porteuses d'un des deux gènes du cancer du sein. Il y en a probablement 3, plus que 2, mais 2 très connus, BRCA1 et BRCA2. BR en anglais c'est breast, ça veut dire le sein, CA cancer 1, numéro 1, premier gène, et l'autre c'est le 2. Alors c'est vrai qu'une femme qui est porteuse du gène BRCA1, elle a un risque, ce n'est pas une chance, attention, un risque de cancer du sein qui est important, entre l'âge de 20 ans, disons, et l'âge de 80 ans, porteuse de ce gène, si elle ne fait pas attention, elle va faire un cancer du sein dans 80% des cas. Bon, donc il faudra essayer d'expliquer comment le gène dont elle est porteuse ne s'amuse pas, entre guillemets, ce n'est pas un amusement, à être actif. Donc comment faire pour, disons, le neutraliser, faire qu'il ne s'exprime pas. Nous avons des gènes qui s'expriment. Si j'ai des yeux de telle et telle couleur, c'est que j'ai eu le gène de la couleur de mes yeux qui s'est exprimé. Tant mieux. Bon, mais si c'est un gène du cancer, il vaut mieux qu'il y ait d'autres gènes qui sont des gènes freinateurs, des gènes inhibiteurs. Nous avons les deux dans le corps, des gènes qui stimulent et des gènes qui inhibent. Bon, donc la génétique. Ensuite, professionnel. Vous avez des cancers professionnels, des cancers de la vessie, des cancers de la zone otorhinolaryngologique, c'est des menuisiers par exemple. Bon, l'aluminium qui est respiré, qui peut donner dans les mines de bauxite, qui donne des cancers du poumon, ça ce sont des professionnels. Vous avez les irradiations. Le nucléaire, si jamais ça pète malheureusement dans la guerre, on nous parle du nucléaire, bon, ben, ce sont des cancers thyroïdiens, c'est pour ça qu'on donne des traitements, prendre de l'iode pour essayer de combler notre thyroïde, pour éviter que les produits radioactifs n'aillent stimuler un risque de cancer au niveau de la thyroïde. Et puis vous avez aujourd'hui, ça c'est plus récent, des causes médicamenteuses, sur les 10e. Vous avez des emballages de médicaments qui contiennent un produit qu'on appelle le E171. Vous savez, tous les E que vous avez sur les étiquettes, personne ne comprend rien. Il y en a une flopée, bien sûr, il y a une flopée. Alors, le E171, c'est du dioxyne de titane, qu'on utilise pour le blanchiment des capsules des médicaments. Et maintenant, on vient de dire que vous avez à peu près, écoutez bien, 800 médicaments qui utilisent cet enrobage avec du E171 pour enrober la molécule qui est à l'intérieur de la gélule, si vous voulez, pour blanchir cette gélule et qu'elle ait un aspect d'une couleur entre guillemets sympathique, si on peut dire. Voire neutre, voilà. Et en réalité, on vient de nous dire qu'il y a 800 médicaments
y compris le Doliprane, y compris tous ces médicaments dans lesquels vous avez du E171 qui est un produit cancérigène. Bon, ça, ce sont des éléments plus récents. Donc, on apprend tous les jours. On apprend Non, mais tous là, les jours. vous venez de lâcher une bombe, là. Bon, mais c'est pas moi qui l'ai lâchée, elle a été lâchée par d'autres On en est bien décembre d'accord. dernier. Mais Mais seulement, évidemment, tout de suite, il faut se taire, quoi. donc, Seulement- c'est eux combien, vous dites? E171. Mais tout le monde va regarder ces Mais bien sûr, les plaquettes mais de tout le monde va le médicaments. regarder et c'est une bonne chose qu'ils le regardent. C'est une bonne chose. Donc, ce que nous ferons, Marc, nous allons prendre ces 10 causes, c'est une mosaïque de causes. Et ce que je vous proposerai, c'est de prendre ces causes les unes après les autres, de faire chaque fois une émission, et nous passerons ainsi le cancer du rein, nous passerons au cancer du foie, nous passerons au cancer des poumons, nous passerons au cancer des voies respiratoires, etc., au cancer de la peau. Donc, nous pouvons passer aujourd'hui pratiquement tous les cancers que nous vivons en tant que cancérologue, puisque vous avez 1000 nouveaux cas par jour. 1000 nouveaux cas par jour. Alors, ce n'est pas 1000 nouveaux cas de cancer du sein, 1000 nouveaux cas de cancer de la prostate, 1000 cas de cancer de la peau, mais vous avez 1000 nouveaux cas de cancer par jour. C'est pour ça que vous avez les jeunes aujourd'hui qui sortent des études de médecine, qu'est-ce qu'ils veulent choisir? Ils veulent choisir la cancérologie. Bon, très bien si c'est pour soigner. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la recherche, elle est sur les traitements, et il faut le faire. Donc, chimiothérapie, immunothérapie, radiothérapie, chirurgie, tout ça, c'est excellent, mais qui a envie d'avoir un cancer? Personne. Alors le problème, c'est qu'on vous dit, quand vous avez un cancer du sein, madame. Et docteur, pourquoi j'ai un cancer du sein? Madame, c'est la roulette russe. Qu'est-ce que c'est la roulette russe? C'est-à-dire, c'est le hasard. C'est pas de chance. Voilà, c'est pas de chance. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous connaissons les causes des cancers du sein. Nous connaissons les causes des cancers de la prostate, des cancers du côlon, des cancers du rectum, etc. Avec les éléments génétiques dont j'ai parlé. Bon. Donc ça veut dire que aujourd'hui, nous sommes, en tant que cancérologues, je parle d'une manière générale, pas suffisamment orientés vers la prévention. Nous sommes débordés par les nouveaux malades, je l'ai dit, 1000 nouveaux cas de plus par jour. Nous sommes débordés par les traitements, nous sommes débordés par les consultations. Nous avons un centre régional de lutte contre le cancer par région. Bon, vous avez actuellement 22 centres régionaux de lutte contre le cancer. Vous avez Montpellier, je parle de ma région, vous avez Marseille, vous avez Bordeaux, vous avez Lille, vous avez Nantes, vous avez Rennes. Bon, vous voyez, nous en avons partout. Et partout, nous n'avons pas assez de personnel. Nous n'avons pas assez de chirurgiens, nous n'avons pas assez de cancérologues, de chimiothérapeutes, de radiothérapeutes. Et donc, c'est un véritable problème. Et souvenez-vous, Nixon a dit en 1972, nous, on est les meilleurs, hein, vous allez voir, et la Lune et le cancer, on s'occupe des deux. Eh bien, le pauvre, il n'y est toujours pas arrivé. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Je pense qu'on y arrivera par la prévention. Je vais vous expliquer, ça c'est très important. Sur 100 patients qui sont atteints par le cancer, nous sommes capables de les guérir tous. Ah, formidable, formidable. Les guérir tous, comment ça? Ben oui, si on les voit au stade de début. Bon, si on voit le cancer, quel qu'il soit, au stade de début, on va le guérir. Ce que nous guérissons aujourd'hui, on guérit entre 50 et 60%. Bon, c'est ce qu'on a vu à un stade de démarrage. Stade 0, ça existe, ou stade 1. Bon. Ensuite, stade 2, vous en guérissez moins. C'est-à-dire que vous êtes à un stade plus avancé. Et quand vous avez un stade 3 ou un stade 4 avec un cancer primitif à un endroit du corps qui est allé faire des petits qu'on appelle des métastases ailleurs, dans le foie, dans le poumon, sur les ganglions, etc., là, vous avez une chute terrible du taux de guérison. Ça veut dire que vous allez perdre les malades. Nous perdons ceux que nous voyons trop tard. C'est pour cette raison que vous avez les associations de lutte contre le cancer qui se battent, à juste raison, sur ce qu'on appelle le dépistage. Mais dépistage, ça veut dire quoi? Je vous cherche un cancer. C'est pas je vous préviens le cancer. C'est pas du tout la même chose. Alors, dépistage, coloscopie, gastroscopie, scanner pulmonaire chez le gros fumeur, prise de sang, etc. Je ne suis pas du tout opposé à ça. C'est une très bonne idée. Mais on vous parle du dépistage comme si c'était de la prévention. Non, le dépistage, c'est plutôt destiné à faire le diagnostic précoce d'un cancer. Effectivement, par une coloscopie, si on vous enlève un polype bénin, on vous l'a enlevé, bravo, parce que ce polype, il allait peut-être se transformer en cancer. Ça, ce n'est pas du dépistage. Là, vous avez fait de la prévention. De la prévention primaire. D'accord? Mais le dépistage n'est pas de la prévention. C'est la recherche précoce d'un cancer. La nuance est importante. Pour bien voir la nuance. D'où l'anticipation. Bien sûr. Nécessaire. D'où l'anticipation, ça veut dire ne pas faire peur aux gens. Donc, avoir, comme on disait, une voix rassurante pour expliquer
Écoutez, on peut rigoler, entre guillemets, avec le cancer, simplement en vous disant, dites-moi lequel vous craignez. Je crains celui-là parce que mon papa, ma maman, mon grand-père, etc. Ok, je vais vous expliquer pourquoi votre grand-père, ce que l'on sait aujourd'hui et que votre grand-père ne savait pas. Donc, vous voyez, il y a une évolution dans la connaissance scientifique. Je vais vous l'expliquer de telle façon à ce que vous ne l'ayez pas. Prévention, avant tout. Absolument, prévention, anticipation. Et puis. Et nous allons voir combien l'hygiène de vie est essentielle. Évidemment. Et si on détecte, eh bien, on peut régler les choses. Si on détecte la plupart tôt, du temps, si on détecte tôt, vous allez rentrer dans la guérison. Voilà. Et si par contre on détecte tard, vous n'allez pas rentrer dans la guérison, vous allez rentrer dans la lutte. La lutte contre la maladie qui sera un combat difficile. Évidemment, les questions au professeur, cancérologue. Alors évidemment, là, c'est son sujet et vous allez. Vous savez, depuis 1970, vous voyez, donc ça fait pas mal d'années. Vous en avez vu passer quelques-uns. J'en ai vu passer pas mal, j'en ai opéré beaucoup. Et chaque fois, vous voyez, que j'avais le patient sur la table d'opération et que dès qu'il était endormi, à mes collaborateurs, je disais, voilà, cette dame est là, ce monsieur est là. Alors toi, jeune interne, jeune Jean, garçon, fille, pourquoi tu penses que ce patient est là? Alors il vous disait, ben monsieur, il est là parce qu'il faut l'opérer. Et d'accord. Et tu penses que c'est une bonne chose de l'opérer? Ben oui, vous allez le guérir. Oui, on va tout faire pour le guérir. Mais est-ce que tu penses qu'on aurait pu lui éviter d'être sur la table d'opération? Alors il vous répond, c'est trop tard. D'accord. Alors puisque c'est trop tard, dis-moi, jeune homme, jeune fille, dis-moi, qu'est-ce que tu penses qui est en cause là, chez cette dame qui est sur la table d'opération, chez ce monsieur qui est sur la table d'opération? On va passer 6 heures dans son ventre, 3 heures dans son thorax. Est-ce que tu penses que, ah ouais, mais il a été fumeur? C'est la seule réponse qu'on avait. La seule réponse, c'était, il a fumé. Non mais regarde, il n'a pas fumé. Il n'a pas fumé. On opère une dame qui a des métastases dans le poumon et elle n'a pas fumé. Mais elle a un cancer du sein et elle a eu des métastases au poumon. Elle a un cancer du côlon et elle fait des métastases au poumon. Ah, et pourquoi elle a un cancer du côlon? Ah, je ne sais pas. Mais il faut que tu l'apprennes. Et donc, ça veut dire qu'à la faculté, tu ne suis pas les cours correctement. Parce que moi, quand je donne un cours sur le cancer, je commence toujours par la cause. Toujours par la cause. Ce n'est pas simplement le début du cours épidémiologie. Alors, combien y a-t-il de cas? Combien y a-t-il de cas de cancer du foie par an? Très bien, on va pouvoir le dire. 8000 nouveaux cas de cancer. D'accord, mais ça ne vous donne pas les causes. On dit que ça, c'est les causes. Non, c'est la partie épidémiologique, c'est-à-dire nous avons aujourd'hui 350 000 cas de cancer en France et nous en avons 1000 cas de plus par jour. Par jour, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Qu'est-ce que ça dit de notre société? 1000 cas de plus par ça jour, veut dire que malgré la prévention, malgré l'information, malgré les dépistages, il y a quand même 1000 cas parce de que plus par jour. Je pense que les associations de lutte contre le cancer font un travail qui est plus destiné à demander de l'argent pour la recherche que destiné à donner des éléments de prévention et des conseils de prévention aux gens. Je ne suis pas contre ces associations de lutte contre le cancer. Et les deux, l'argent est nécessaire pour la recherche. L'argent est nécessaire. En réalité, si vous voulez, nous avons des chercheurs qui sont trop orientés, très orientés sur la thérapie. Et on leur fait un peu croire, voilà, avec les nouveaux traitements, on va guérir, on va guérir, on va guérir. Bon, oui, avec les nouveaux traitements, vous savez, le meilleur traitement, j'avais un de mes collègues plus âgé que moi qui disait, à propos des chimiothérapies, et on pourrait dire à peu près la même chose des chimio-immunothérapies, il disait, la chirurgie guérit 50% des cancers. La radiothérapie associée guérit 50% des cancers. D'accord ? Alors, il simplifiait les choses d'un air de dire 100% des cancers sont guéris par ces deux. Bon. Et puis il disait la chimio-immunothérapie guérit le reste. C'est-à-dire guérit personne. Abusif. C'est faux. Je ne dis pas que ça ne guérit pas. Je ne suis pas du tout opposé à la chimiothérapie ou chimio-immunothérapie comme certains ont pu le penser. Par contre, je pense qu'il y a des indications. Ces indications sont précises et que parfois on abuse. Il faut parfois intervenir chirurgicalement avant de commencer des traitements lourds. Et d'autres fois, il faut, par exemple, je vais prendre le cas du cancer de l'ovaire, il faut commencer dans certains cas par une chimio-immunothérapie et ensuite faire la chirurgie en deuxième épisode, si vous voulez, thérapeutique. Vous voyez, ça dépend de chaque cas de cancer. Voilà. Alors moi, j'ai touché à peu près à tous les cancers, y compris à des cancers du cœur,
qui sont des cancers autour du cœur, en particulier du péricarde, qu'on appelle des sarcomes au niveau du péricarde. J'en ai opéré. Par contre, je n'ai pas opéré des tumeurs du cerveau, mais je vois malheureusement, parce qu'on les envoie à nos collègues qui sont les neurochirurgiens. Voilà, donc ça c'est sûr, mais des tumeurs osseuses par exemple, qu'on voit chez l'enfant, qui sont des cancers quand même souvent assez graves, qu'on appelle des sarcomes osseux. Bon, j'en ai malheureusement opéré, je ne suis pas orthopédiste, mais j'ai fait des biopsies sur des tumeurs osseuses. Bon, et quand on voit ça, on se dit, mais quand même, c'est quand même affreux de voir des enfants qui risquent de mourir avec des tumeurs comme cela qui se développent dans un membre inférieur ou dans un membre supérieur. Et la question qu'on est en droit de se poser, c'est avec cette prévention dont vous parlez, est-ce Oui. qu'on aurait pu éviter? Mais j'en suis certain. J'en suis certain. Le problème, si vous voulez, c'est que les connaissances aujourd'hui que nous avons dans la prévention, je vais écrire un livre là-dessus, les connaissances que nous avons sur la prévention ne sont pas connues du grand public et même n'intéressent pas le cancérologue. Pourquoi? Parce que le cancérologue, c'est son métier, c'est de soigner, c'est d'être un thérapeute. Bon, vous avez le chirurgien, vous avez le radiothérapeute, vous avez maintenant le chimio-immunothérapeute, puis vous avez le biologiste. Quel biologiste va vous dire, en fonction de la biopsie que vous avez envoyée, ben oui, c'est un cancer d'évolution rapide, on va prendre au niveau du cerveau, vous avez grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, bon, grade 1, ben c'est ce qu'avait Servan Schreiber, vous vivez 15 ans, 17 ans avec tranquillement, mais ça repartira. Bon. Par contre, grade 2, vous allez vivre 4 à 5 ans. Grade 3, ça sera 2 ans et demi. Grade 4, ça sera 1 an et demi. Vous voyez, bon, on a des éléments. Donc ça veut dire que le cancérologue aujourd'hui est un thérapeute, un diagnosticien. Quand vous arrivez dans un centre anticancéreux, ça veut dire que vous savez que vous avez un cancer, vous allez voir un spécialiste pour vous soigner. D'accord? Bon. Donc le cancérologue, c'est plus un thérapeute qu'un diagnosticien. Le diagnostic a été réalisé avant qu'il ne vienne. Vous voyez? Bon. Mais par contre, ce n'est pas un préventologue. C'est pas un préventologue. Quand on a eu les problèmes avec la tuberculose, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, évidemment, on a mis des gens dans des sanatoriums. C'était des gens qui étaient soignés, mais en même temps, qui étaient dans les sanatoriums pour éviter de transmettre la maladie à d'autres parce que la maladie était transmissible. Le cancer n'est pas transmissible par la respiration, il est transmissible par des virus. C'est tout à fait exact. Mais il y a des moyens de transmission. De la même façon que vous avez des éléments en cause dans des cancers du tube digestif qui ne sont pas du tout les mêmes, on l'a dit, pour l'estomac et pour le côlon, le rectum. Bon. Mais ce qui me frappe, c'est que le cancérologue n'est pas suffisamment orienté vers la prévention. Et même n'est pas suffisamment orienté vers la prévention de la récidive. Parce que pourquoi on convoque les gens dans les centres anticancéreux de 6 mois en 6 mois, de 3 mois en 3 mois, de 4 mois en 4 mois? Parce qu'on a peur que ça reparte. Mais la peur que ça reparte, elle est liée à quoi? Si la cause est toujours présente, ça va repartir. Prenons le tabac. On vous opère d'un cancer du poumon, vous continuez à fumer. Vous ferez un cancer sur l'autre poumon. Pourquoi vous l'avez fait à droite et pas à gauche? Puis vous ne l'avez pas encore fait au niveau du larynx. Vous le ferez au niveau du larynx. Bon. Donc, ça, c'est très important. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté le bistouri parce que je suis à la retraite du bistouri. J'envoie des malades à opérer par mes jeunes collaborateurs qui font ça très très bien. Et je n'ai pas de souci sur la façon dont ils traitent les malades. Mais si vous les interrogez sur la prévention, ils vous disent « allez voir Joyeux ». Joyeux vous parlera de la prévention. Est-ce que ce problème de prévention, enfin en tout cas cet angle de la prévention, quand on parle de médecine, est-ce que c'est un problème franco-français ou est-ce que vous qui avez parcouru le monde entier, est-ce que d'autres anticipent un peu mieux d'abord avec de la prévention? C'est une très bonne question. Avant de faire... Vous avez des cliniques de prévention aux États-Unis, incontestablement. Il y a des cliniques de oui, prévention. des cliniques de prévention qui vont donner des conseils, qui sont des préventions du risque de métastatique. C'est-à-dire ils sont sur la prévention vous avez eu tel cancer, il ne vous faut pas faire une récurrence, une récidive de ce cancer. Et ces cliniques sont en train maintenant de faire des check-up, c'est-à-dire de contrôler le patient qui a un risque pour telle et telle raison, surpoids, tabagisme, mauvaise hygiène, pour conseiller ces personnes dans un cadre de prévention. Donc on a commencé par la prévention des récidives pour en venir à la prévention directe du cancer. Ça existe aux États-Unis. Ce sont des cliniques privées. Bon, alors évidemment, très cher. Comme toujours, ça coûte cher. Vous en avez actuellement qui sont à Monaco également. Vous en avez qui sont en Suisse. Moi, je pense qu'en France, là-dessus, nous sommes en retard et que
Nous avons des politiques qui blablatent, c'est-à-dire qui parlent de la prévention en utilisant ces mots pour dire je m'occupe de vous, nous les politiques, on s'occupe de vous. En réalité, c'est pipeau, c'est du vent en tempête. Voilà. Et je pense que la prévention n'est pas suffisamment expliquée. Les médias n'en parlent pas suffisamment. Et vous, vous êtes le média santé, bien-être, qui est justement un élément qui fait que vous allez avoir beaucoup de gens qui vont écouter une telle émission parce que ça intéresse tout le monde. C'est vrai que c'est assez incroyable de se dire qu'on attend le verdict. Oui, voilà. On attend d'avoir le diagnostic. Voilà, vous l'avez, ça y est, cette fois, vous l'avez. Ça y est, maintenant on l'a. Et à ce moment-là, toute la batterie médicale va se mettre en action. La batterie et puis tous les médecins qui sont là, que vous allez voir les uns après les autres. Hein. Ouais, bien sûr. Ça, c'est clair. Et qui travaillent bien, dans l'absolu. Mais bien sûr, c'est pas le problème. Ça, c'est pas mais le mieux, c'est de pas l'avoir. Mais c'est ça. Mais bien sûr, c'est de donc pas de l'avoir. faire de la prévention et d'informer suffisamment. Tout à fait. Pour éviter. Moi, j'ai l'âge du cancer de la prostate. Il y en a dans ma famille. Bon, donc normalement, ça va venir. Je l'attends. Non, je l'attends pas, je le veux pas. Donc, je m'en occupe. Et il y a des solutions pour ça. Mais bien sûr. Question, parce que c'est ça le but de cette émission, évidemment, c'est que vous puissiez interagir avec le professeur et qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Comment se construit un cancer ? Une bonne question. Vous voyez, pour faire 1 cm3 en volume de tumeur dans le sein d'une femme, il faut entre 5 et 8 ans. Entre 5 et 8 ans. 5 ans pour les plus jeunes, 8 ans pour les plus âgés. Ou ça peut être même l'inverse. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une femme qui prend un traitement hormonal substitutif de la ménopause, d'accord ? Elle va le prendre à 48-50 ans, et elle va faire son cancer 5-6 ans plus tard, du sein, qui est lié au traitement hormonal substitutif qu'elle a pris, qui n'était pas du tout un traitement hormonal substitutif. Je me suis beaucoup battu contre ce mot substitutif, parce que vous ne vous substituez pas quelque chose qui manque. À la ménopause, les ovaires sont au repos, c'est terminé de faire des bébés. Donc, si vous apportez une substitution hormonale, ça veut dire que vous apportez des hormones en plus d'un organisme qui n'en a pas besoin. D'ailleurs, le radiologue, vous lui montrez une radiographie d'une femme qui est à la ménopause avec un traitement hormonal substitutif. D'accord ? Vous lui dites, vous ne mettez pas l'âge de la malade sur le papier. Vous lui dites, tiens, regarde cette mammographie-là, tu penses que cette femme, elle a quel âge pour toi? Alors il voit les glandes mammaires, il vous dit, bon, il n'y a pas de cancer, très bien. Et il dit, tiens, toi, tu penses qu'elle a quel âge? Bon, 35, 38, 40. Eh ben non, elle a 62. Ah, elle a un traitement hormonal substitutif. Ça veut dire qu'on essaye de donner un traitement hormonal substitutif qui ne substitue rien, mais qui aggrave ou qui augmente un risque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne l'appelle plus THS, mais THM, traitement hormonal de la ménopause. Vous voyez? Bon. Donc, alors, en combien de temps ça se construit? Alors, on va essayer de prendre un autre exemple. Cancer du côlon. Vous avez un polype. Ce polype, il est bénin. Bon, il est bénin, mais on l'a repéré, c'est un polype qui est adénomateux. Ce n'est pas un polype hyperplasique. Vous voyez, il y a une différence de type de polype. Le polype hyperplasique, il n'y a pas de danger. Ne cancérise pas. Polype adénomateux, bon, il faudra 4-5 ans. C'est pour ça qu'il vaut mieux l'enlever. Là, vous êtes dans le cadre d'un dépistage et d'une ablation d'un polype qui va éviter que ce polype se transforme et il faudra suivre régulièrement. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il se passe qu'il y a un phénomène qui est un phénomène d'initiation. Nous avons tous dans notre corps des cellules qui demandent qu'à cancériser. Et donc, ces cellules sont soumises à des gènes qui sont des gènes qui risquent de donner le cancer. Ce que l'on connaît et ce que l'on ne connaît pas. Bon. Il peut se faire que ces gènes qui dorment tranquillement dans mon organisme, j'ai des gènes du cancer du poumon, mais pour qu'ils se développent, il faut que je fume. Ou il faut que je sois dans un environnement très pollué, environnemental. Bon. Donc pour qu'ils s'expriment. Donc ça veut dire que je préfère ne pas fumer et je préfère faire attention à l'environnement dans lequel je suis et ce que je respire. Je ne vais pas respirer au niveau du tuyau d'échappement de la voiture. Vous voyez? Bon. Donc, cette initiation fait que quand une cellule a été initiée au cancer, elle va faire des petits. C'est-à-dire, la cellule mère, entre guillemets, va donner des cellules filles. Et les filles vont donner des filles, etc. Et la tumeur va se développer. Donc, il y a une initiation. Et ensuite, il y a une deuxième étape
qui est la multiplication cellulaire, jusqu'au moment où va apparaître le développement et la multiplication et une tumeur que l'on palpe, que l'on voit par l'imagerie médicale. Dans certains cas, c'est la prise de sang qui va permettre de le savoir, parce que nous avons des marqueurs particuliers pour le cancer du sein, pour le cancer de la prostate. Ils ne sont pas très fidèles. Ça veut dire, ce n'est pas parce que vous avez un marqueur qui est absolument normal que vous n'avez pas nécessairement un cancer. Mais si vous avez un marqueur qui est élevé, oui, il y a un risque de cancer. Alors combien de temps entre la première cellule qui devient cancéreuse et l'apparition d'une tumeur? Ne croyez surtout pas que c'est la veille du jour où on vous découvre le cancer, que ça y est, parce que vous avez eu un stress majeur. Alors le stress a accompagné, si vous voulez, par la réduction de vos défenses immunitaires, ça c'est certain, mais le cancer, ça fait un moment qu'il a commencé à travailler, vous comprenez? Donc il y a un temps. Alors c'est pour ça que quand je pose la question souvent à une dame ou à un monsieur qui a atteint par un cancer, vous posez la question, c'est très intéressant, pourquoi d'après vous, vous pensez que vous avez ça? Alors il vous dit, ma grand-mère, bon très bien. Mais pourquoi vous pensez? C'est le stress. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, j'ai eu du stress dans ma famille, on a eu un déménagement, ça a été terrible, il y a 3 mois. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas le stress. Oui, c'est pas quelque chose qui vient Non, d'arriver il y a voilà. 15 jours. Donc il y a des années. Sous-jacent, il y a quelque chose qui. Construction. Ouais, c'est ça, oui. Il y a une Oui, construction. bien sûr, qui Voilà. se fait sur le long terme. Et même, il y a une chose que l'on sait maintenant, c'est que par exemple, pour un tout petit début d'un cancer du col de l'utérus, du col de l'utérus, eh bien, avec des traitements très simples qui vont stimuler l'immunité, y compris des traitements locaux, voyez, on peut éviter le développement du cancer. Donc, on a des notions qui sont des notions intéressantes pour, je dirais, freiner, en quelque sorte, ou éviter que la tumeur ne se développe. Mais la règle de base, c'est ne pas être sur le diagnostic à l'instant T. Voilà. Il faut anticiper Donc, les choses. Initiation, évidemment, promotion, bien sûr, et puis évolution et construction de la tumeur. Y a-t-il des mesures de prévention spécifiques que je devrais prendre en fonction de mes antécédents familiaux? Maxime, qui a 40 ans à Nancy. Écoutez, je vais donner un exemple. Récemment, on me parlait d'un homme que je connais bien qui a malheureusement un cancer pancréatique. Bon, il a pu être opéré, formidable. Si on peut enlever la tumeur, on peut aller vers la guérison. Le problème, c'est que X mois, peut-être 1 an ou 1 an et demi après, ça y est, il y a une récidive. Alors, évidemment, la famille se dit, les descendants, les enfants, papa ou grand-père, il fait un cancer du pancréas, et moi. Bon. Le problème, c'est qu'il faut observer les comportements de celui qui, il a bien mangé, il a bien bu, il y a eu du gras en trop, il y a eu du stress dans son boulot, beaucoup d'éléments qui se sont associés pour créer ce cancer, justement, du pancréas. J'étais un jour avec un homme politique et en même temps passionné par la santé lui aussi, il me disait des amis, collègues qui étaient morts de cancer pancréatique. Bon. Et il me dit, c'est ma terreur. Alors je lui dis, mais pourquoi c'est ta terreur? Il me dit, c'est ma terreur parce que qu'est-ce qu'ils ont souffert, tout ça, je ne veux pas avoir ça. Mais j'ai dit, écoute, si tu veux, je peux t'aider à en avoir un. Là il ne comprend pas. Enfin, ou plutôt, il se prend un coup de poing dans le ventre. Je peux t'aider à en avoir un. Bon. Il me dit, tu peux, mais on ne connaît pas les causes. Mais je dis, mais si, bien sûr, on connaît des causes. Ah bon, mais c'est quoi les causes? Non, mais dis-moi alors, dis-moi. Ah, tout d'un coup, ça l'intéresse. Vous voyez? Donc, quand vous dites, je vais te donner des causes, ça intéresse. Bon, alors je lui dis, tabac. Bon, il me dit, j'ai fumé. Tu as fumé beaucoup? Oh, je fumais mon paquet pendant, ouais, quand même. J'ai commencé à 17 ans, à 37 ans. Ben, oulala, oui, déjà même, à 37 ans, vous voyez? Bon, ben, tabac. Ben, tu ne reviens pas, hein? Bon. Deuxièmement, le stress. Alors là, il pense à sa femme. Non, elle ne stresse pas trop. Amusant, vous voyez? Ou alors il pense à son boulot. Bon, c'est assez amusant, non, ça va. Et puis ensuite, je lui dis les facteurs de croissance. Il me dit, facteurs de croissance, c'est quoi ça? Les facteurs de croissance qu'on a dans l'alimentation. C'est quoi ça? Des facteurs de croissance, on les appelle épidermal growth factor. Alors je lui mets des mots anglais, insuline growth factor, etc. Bon. On en a dans certains aliments. Ah bon, dans lesquels? Écoute, par exemple, le lait de la vache, tu penses qu'il est fait pour qui? Le lait de la vache, il est fait pour le veau, oui, d'accord? Bon, très bien. Et dis-moi, le veau, tu penses qu'il prend combien de kilos en une année? Ah oui, d'abord il est sur ses 4 pattes, oui, d'accord, oui.
Et toi, là, quand tu es né, ou tes enfants, là, en une année, tu penses qu'ils sont passés de combien de kilos à combien de kilos? Ah ben oui, ils sont passés de 4 kilos ou 3 kilos et demi à 5 de plus en une année. Au bout d'une année, ils marchent à peine, quoi. Le veau, lui, prend 1 kilo par jour. Grâce à quoi? Bah, le lait de sa maman. Ah, il y a des facteurs de croissance dans le lait de la vache? Ah bah oui, bien sûr. Mais ta maman, quand tu étais petit, que tu buvais du lait, elle faisait bouillir le lait, souviens-toi. Oui, il y avait la crème, on faisait des gâteaux, c'était bon. Eh ben voilà, eh ben les facteurs de croissance, ils étaient détruits en faisant bouillir le lait. Aujourd'hui, le lait, pour des raisons industrielles, d'économie, ceci, cela, il est à ultra haute température. Ça veut dire qu'il se prend un choc thermique de 130 à 140 degrés pendant 3-4 minutes, donc ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais ce choc va détruire des vitamines, va détruire certains éléments qui sont présents dans le lait, mais il ne détruit pas les facteurs de croissance qui sont costauds. Costauds. Étant costauds, tu les consommes. Si tu te gaves de produits laitiers, eh bien, tu prends des facteurs de croissance qui sont destinés à un animal que tu n'es pas. Ah ouais, d'accord. Alors mon camembert? Comment ton camembert? Ah, mais mon camembert. Mais écoute, moi j'ai beaucoup mieux que le camembert. Et tu sais quoi? Fromage de chèvre, fromage de brebis. Mais pourquoi chèvre ou brebis? Ben parce que le lait de la chèvre, le lait de la brebis, avec lequel on va faire des fromages, des facteurs de croissance, il y en aura beaucoup moins. Puisque c'est pour un petit animal qui est plus petit que nous. Donc déjà, ce sont des facteurs de croissance qui sont moins méchants, moins agressifs, moins, je dirais, destinés certes à l'animal, mais bon consommer. Donc tu prends ton petit fromage de chèvre ou de brebis, un petit roquefort 2 fois par semaine, ça suffit. Ah bon, pas tous les jours? Ben dis non, pourquoi tous les jours? Ah mais je pensais que pour avoir un bon squelette, il fallait que j'en prenne. Là, on t'a raconté des salades. Ça, c'est de la publicité. Tu te fais avoir complètement parce que tu penses que la publicité, c'est de la vérité scientifique. Toute publicité n'est pas une vérité scientifique. Il peut y en avoir, mais souvent, on se fait quand même avoir. Alors après, les personnes qui vous écoutent, professeur, disent évidemment tout le monde a du stress. À différentes doses. Tout le monde a peut-être plus ou moins fumé. Et dans tous les facteurs que vous évoquez, on pourrait remplir toutes les cases. Vous savez que moi, au fur et à mesure, quand vous me parlez, je dis mais attends, mais moi j'ai ça aussi, moi j'ai ça, moi j'ai ça. Tout le monde pourrait se dire. Oui, mais vous savez, quand par exemple, il est décidé qu'entre 2014 et 2034, on voudrait avoir une société française sans tabac, ça veut dire que personne ne toucherait plus au tabac de ceux qui sont nés en 2014 et qui arriveraient à 17-20 ans, donc 17 ans ou 20 ans plus tard. Ça sera déjà une magnifique réduction du taux des cancers du poumon. Mais le problème aujourd'hui, c'est que pour des égalités d'hommes-femmes, vous avez des femmes qui fument plus que les hommes, en croyant que ce tabac qu'elles vont consommer va leur donner une espèce de virilité ou de force physique. Tout ça, c'est complètement stupide. Voilà. Et on voit des cancers du poumon que nous ne pouvons pas guérir chez des femmes aujourd'hui qui sont atteintes à 35 ou 40 ans parce qu'elles ont commencé à fumer pratiquement au lycée, quoi. Même parfois le tabagisme passif. Ben, bien sûr. Ce qui est encore, j'en ai parlé, 3000 nouveaux cas de plus par an, tabagisme passif. Vous savez, vous êtes dans une voiture. Vous avez une personne qui fume avec 60 litres d'essence derrière, quand même. Vous imaginez. Bon, donc on allume la cigarette, bon, et vous avez une personne qui fume et vous en avez 3 autres. Celle qui est à droite et les 2 autres qui sont derrière, par le tabac, si la personne n'ouvre pas sa fenêtre parce qu'il fait froid l'hiver, chacun est en train d'en fumer la moitié, en tabagisme passif. Donc il y en a un qui prend le tabac intégralement, il fume sa cigarette, et à droite il ne fume pas, et derrière, il y en a 2 autres qui ne fument pas, mais chacun se prend un demi d'intoxication. Voyez? Idem pour ceux qui vapotent. Et lorsque vous êtes à côté de quelqu'un qui vapote. Alors ça dépend. Si dedans il y a de la nicotine, vous avez des vapoteurs dans lesquels il n'y a pas de nicotine, ou des doses qui sont très faibles. Bon, moi je pense que tout ça, c'est en réalité un grand cirque pour exploiter le système du tabagisme, puisque vous savez, aujourd'hui, vous avez des puffs. PU2FS, qui sont des petites cigarettes électroniques jetables à 5 ou 6 euros. Et que les gosses commencent à 15 ou 16 ans, papa, maman, ça c'est pas dangereux parce que j'ai lu une publicité, que dalle, c'est hyper dangereux. Et c'est destiné tout simplement à rendre addict pour pouvoir continuer.
En Bien tout cas, sûr. j'incite tous ceux qui s'intéressent à cette thématique du tabac, notamment à regarder l'émission que vous avez Tout à fait, nous avons fait une émission enregistrée, spéciale sur le sur sujet. le tabac. Alors, Alors, beaucoup de mesure questions. Pardon, je remets. la Hop, précédente, voilà. y a-t-il des mesures de prévention spécifiques que je devais prendre en fonction de mes antécédents? Tout dépend. Si c'est votre maman qui a à 40 ans ou 45 ans fait un cancer du sein et qu'on a trouvé chez elle le gène, il faut vérifier que vous qui êtes sa fille, à partir de l'âge de 18 ans, 17 ans, on peut faire une petite prise de sang pour savoir si vous êtes porteuse ou non du gène. Voilà. Donc je donne cet exemple. Les symptômes précoces du cancer auxquels Alors, je devrais être attentif. C'est une question qui est trop compliquée, si vous voulez, parce que symptômes précoces du cancer de l'estomac, ça n'a rien à voir avec symptômes précoces d'un cancer du côlon ou de la vessie. Évidemment. Si vous avez du sang dans les selles, si vous avez du sang dans les urines, si quand vous toussez, vous avez du sang, je parle d'une hémoptysie, je parle d'une rectoragie ou je parle d'une hémorragie urinaire, évidemment, ça, ce sont des signes où il faut tout de suite aller voir des spécialistes. Bon, par exemple, pour le cancer du foie, ça sera plutôt une fatigue que vous ne comprenez pas, mais vous savez que vous avez attrapé le virus de l'hépatite B ou le virus de l'hépatite C. Bon, donc c'est fonction de chaque localisation cancéreuse. C'est pour ça, Marc, qu'il faudra que nous passions en revue pratiquement tous ces types de cancers et toutes ces causes les unes après les autres. Quel test? Alors bon, prenons le cas le plus fréquent, test de dépistage pour le cancer de la prostate. À partir de 50 ans, moi je recommande de faire le dosage du PSA. Voilà, tous les ans. Parce que l'important, ce n'est pas simplement que vous ayez un dosage de PSA qui soit élevé, parce que ça peut être un adénome prostatique, une prostate un peu augmentée de volume, tout à fait banal pour quelqu'un qui a cet âge-là. Mais c'est entre l'année, par exemple, nous sommes en 2023 et 2024, si vous avez le taux du PSA qui double en une année, il passe de 2 à 4, il passe de 1 à 2, il passe de 3 à 6. Normalement, il faut avoir moins de 4. Mais vous avez un taux qui double, même de 2 à 4, même de 1 à 2, il faut contrôler la prostate. Alors, il y a deux choses pour contrôler la prostate. L'échographie prostatique. On vous dit toucher rectal, ce n'est pas tellement vrai, parce que le toucher rectal permet, certes, au toucher rectal de toucher la prostate, mais le doigt ne vous répond pas cancer ou pas. Sauf quand le cancer est avancé, que la prostate est dure comme du bois, à ce moment-là, vous n'avez même pas besoin de ça. Vous avez un taux de PSA qui est au plafond, qui est extrêmement élevé. Bon. Le plus important pour moi, c'est ce marqueur qui est PSA, c'est pas Peugeot Citroën, c'est prostatique spécifique antigène. Alors, cancer du sein, non. Cancer du sein, le dépistage, faire le dosage du CA15-3, à mon avis, sert à rien. Par contre, problème ovarien. Une dame a un kyste sur l'ovaire. Elle m'écrit, docteur, j'ai un kyste sur l'ovaire, et l'un me dit que c'est rien, et l'autre me dit qu'il faut l'enlever. Bon, vous avez deux avis différents. Et puis l'un vous dit, madame, vous avez le choix, et l'autre vous dit, vous n'avez pas le choix, il faut opérer, ou au contraire, vous avez le choix. Bon, première chose à faire le taux du marqueur des cancers de l'ovaire. Il s'appelle le CA, cancer, CA, 125, peu importe le chiffre. Le marqueur du cancer de l'ovaire, le médecin le connaît, il sait qu'il existe. On va faire une prise de sang. Si le taux du marqueur est élevé, le kyste que vous avez, il faut l'enlever. Ça veut dire qu'il peut se transformer en cancer sans être encore en cancer. Parce que vous avez des cancers de l'ovaire dits borderline, qui ne sont pas encore vraiment des cancers. Mais il ne faut pas garder. Ouais, ils n'ont pas muté. Ils n'ont pas muté, voilà. Donc, vous voyez, dans le cadre du dépistage du cancer de l'ovaire, on ne va pas faire systématiquement un dosage de ce marqueur. On le fera si, à l'échographie, on a vu qu'il y avait un kyste à l'ovaire qui a fait mal ou qui a des troubles, qui crée ceci ou cela. Voyez. Bon, est-ce qu'il y a des tests de dépistage? Oui, pour le cancer du col de l'utérus, le test de dépistage étant ce qu'on appelle le frottis. Alors vous avez le frottis cervico-vaginal et puis le frottis purement vaginal. Celui-là, zéro, il ne sert à rien. C'est le frottis cervico-vaginal, c'est-à-dire qu'il faut mettre un spéculum, c'est pas toujours très sympathique. Bon, mais il faut mettre le spéculum, voir le col de l'utérus et faire un prélèvement sur le col qui va partir à l'analyse anatopathologique, partir aussi à une analyse moléculaire pour rechercher y a-t-il ou non un HPV, un papillomavirus. Est-ce que c'est le 16? Est-ce que c'est le 17? Est-ce que c'est le 18? Voilà. Et là, nous sommes dans le dépistage qui est recommandé chez une personne qui va multiplier les partenaires sexuels. Il n'y a pas de jugement à porter, mais cette personne-là, il faut la contrôler par ses frottis. On a bien compris que le dépistage de chaque cancer est spécifique. Et différent. différent. C'est pour ça que vous avez le gynécologue qui va, lui, chercher dans le cadre des cancers gynécologiques, sein, utérus, ovaire
etc. Vous avez le gastro-entérologue qui, lui, sera orienté pour le tube digestif. Mais ce que je trouve dommage, c'est que chacun dans sa spécialité n'a pas une vue drone, une vue d'ensemble, si vous voulez. Voyez, sur la prévention. le dermatose, ça sera sur la peau. Question, comment puis-je adopter un mode de vie sain pour réduire mes risques de cancer? Je vais finir par pouvoir répondre moi-même aux questions à force de vous Oui, écouter. mais bien sûr, mais parce que je sais que vous avez un mode de vie, on se connaît maintenant, et que vous avez un mode de vie qui est sympa, voilà, et qui va dans le bon sens. Je mets en application ce que vous me On dites. peut toujours faire des progrès. Mais le fait est qu'effectivement, l'alimentation, le stress, bien tout sûr, ça et sont quand des vous choses... voyez un tabagique, vous foutez le camp. Mais absolument. Mais voilà. Absolument, ouais. Non, et puis il y a le problème de l'état d'esprit. Vous voyez, si vous vivez dans une société qui est stressée, malheureusement, nous y sommes. En ce moment, c'est la guerre en Ukraine, c'est la bombe atomique, c'est ceci, c'est cela. Donc toutes ces informations anxiogènes, voilà, etc. donc vous avez la télé qui vous inquiète. Il vaut mieux aller regarder ABC Talk TV que de regarder ni TF1 ni Antenne 2. Voilà, ça c'est sûr. Donc le mode de vie sain, c'est fermer la télé et regarder ABC Talk. Et lisez les ouvrages du professeur. Lisez des ouvrages qui vont vous aider à y voir plus clair. Je vois l'Olivier pour votre santé. Exactement, il y a une très belle émission qui est aussi sur la chaîne. Ou bien se soigner avec le chocolat. Exactement. C'est celui-là. Voilà. Comment se soigner avec le chocolat? C'est incroyable. Exactement. Alors j'ai des collègues qui ne supportent pas que je dise qu'on puisse se soigner avec du chocolat. Mais j'ai vu que même pendant l'émission sur le tabac, vous avez parlé du chocolat. Bien sûr. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que le problème, quand vous voulez arrêter le tabac, qu'est-ce que vous allez prendre à la place? Eh oui. J'ai envie de ma cigarette. Prenez un demi-carré de chocolat, vous le glissez de chaque côté et vous ne prenez pas du chocolat au lait. Vous prenez du chocolat, je l'ai dit, à 90% de cacao, du super concentré, et vous le laissez fondre et vous ne prenez pas du chocolat à croquer. Je me souviens quand on était gosse, c'était Colère, Colère K-O-H-L-E-R, et c'était le chocolat à croquer de Colère, bien sûr. Et pas de patch, pas de gomme. Le moins possible. Voilà. Bon, vous allez voir le tabacologue qui va vous aider. Mais le tabacologue n'utilise pas le mot chocolat, hein, parce qu'il ne sait pas. Par contre, après son café, il prend un petit carré de chocolat, le tabacologue. J'ai vu vos confrères, il y a des confrères, ce que j'appelle les confrères 2.0, là, qui ont une visibilité publique assez importante aussi, et qui sont sur les réseaux sociaux, et qui parlent beaucoup du chocolat maintenant. Alors ça, vous avez fait des émules. Ben, ça, c'est une bonne chose. Alors, vous voyez, quelle est l'importance de l'alimentation? Majeure. Ben, évidemment. Majeure. On va y venir sur le végétal ou l'animal. Exercice physique, très important. Très important. Alors, vélo, piscine, marche nordique, enfin, ça m'est égal. Mais il faut que vous ayez, et j'ajoute un élément qui fait transpirer. Alors, docteur, je ne transpire pas. Ben oui, dans la piscine, vous n'allez pas transpirer, vous allez faire augmenter le niveau de la piscine, c'est tout. Bon. Mais ce qui est important dans la transpiration, c'est que vous allez éliminer les saloperies que vous avez sous la peau, qui sont les pesticides de Monsanto, de l'agriculture productiviste. Et on nous fait croire, Monsanto nous fait croire qu'il va nourrir la planète grâce à lui. C'est un magnifique fake news, une magnifique fake news. C'est totalement faux. La FAO, il y a pas mal d'années, avait dit que si l'humain était bien organisé, nous étions capables de nourrir 100 milliards d'hommes. Nous n'y arriverons jamais par la régulation des morts et des vivants. Seulement maintenant, vous avez l'intelligence artificielle, le chat GPT qui fait qu'on va vous faire croire que vous allez vivre 500 ans. Tout ça, c'est une vaste blague. Si vous arrivez à 100 €... Déjà centenaire. Voilà. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin, Centenaire, en pleine forme. Nous en reparlerons. Exactement. Des produits chimiques ou des substances spécifiques qui devraient être évitées pour réduire. Le E171. Alors le E171, mais tout le monde va regarder les plaquettes maintenant. Et vous l'avez dans le Spasfon. Vous l'avez dans des médicaments comme les médicaments pour calmer la douleur. Moi, je suis totalement opposé au Doliprane. Doliprane, c'est le moins possible. Le problème, allez, j'ai mal, 500 mg de Doliprane. Non, 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 le moins possible. On donne ça à des gosses, ça vous abîme le foie. Et en plus, vous avez le E171 sur le pourtour de la capsule. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez faire un cancer dans la semaine qui suit. Vous avez bien compris qu'il faut du temps, initiation, promotion, développement, etc. Oui. Bon, mais... Et sans doute en grande quantité récurrente. Voilà. Or, avec le Covid, qu'est-ce qu'on a entendu ? On n'a entendu que ça. Et vous avez des gens qui sont allés dévaliser les pharmacies pour avoir du Doliprane à la maison, pour papa, maman, la grand-mère. Mais c'est vrai que le Doliprane, honnêtement, c'est le geste facile. Dès qu'on a un petit mal de tête, un petit machin. C'est de la manipulation. Moi, j'appelle ça de la manipulation thérapeutique, alors qu'avec une tisane, par exemple, de
feuille d'olivier ou une tisane plutôt de reine des prés, vous avez une aspirine végétale qui peut parfaitement vous calmer votre petit mal à la tête. Voilà. Tandis que maintenant, dès que vous avez la moindre chose, ça y est, il faut prendre du Doliprane. Totalement abusif. Il faut faire baisser ses consommations. Alors, substances spécifiques qu'il devrait éviter, oui, voilà. Quels sont les signes d'alerte écoutez, on va donner un exemple. Vous allez à la selle tous les jours tranquillement ou une fois par jour. Tout d'un coup, il faut y aller beaucoup plus souvent, ça gargouille. Vous avez l'impression que vous n'évacuez pas complètement. Un problème. Ce problème, c'est que peut-être il y a un bouchon qui se constitue. Ce n'est pas un bouchon simplement de constipation, c'est un bouchon d'une tumeur qui fait que les matières n'arrivent pas à passer. Et vous avez ce qu'on appelle, c'est une expression qui peut être amusante, ce qu'on appelle le P qui tigre la cuvette. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a une pétarade, et cette pétarade sort, mais en même temps, vous avez des morceaux de matière qui vont tigrer la cuvette. Ça, c'est un signe assez précis du fait que vous avez une obstruction au niveau de la jonction entre le côlon gauche, puisqu'on a le droit, le transverse, le gauche, et puis on a le sigmoïde en forme de S, et puis le rectum. Et à la jonction recto-sigmoïdienne entre la forme en S sigmoïde et le rectum, il y a souvent un petit rétrécissement, qui est normal. Mais si ce rétrécissement-là, vous avez un cancer qui se développe, les matières sont au-dessus, elles ne passent pas. Alors le gaz, il passe avec des petits morceaux de diarrhée, et en plus, parfois, il y a un peu de sang. Bon. Ah oui, mais c'est les hémorroïdes. Mon docteur m'a dit c'est hémorroïdes. Il vous a examiné? Non. Comment, il ne vous a pas examiné? Oui, parce que je lui ai expliqué que j'avais des hémorroïdes. Et alors? Il m'a dit, puisque vous avez des hémorroïdes, vous saignez parce que vous avez des hémorroïdes. Non, il faut qu'il vous examine. Il faut qu'il regarde. Il faut qu'il fasse un toucher rectal pour voir s'il n'y a pas un polype ou s'il n'y a pas une tumeur, en sachant que le doigt du chirurgien ou le doigt du gastroentérologue, il ne dépasse pas 9 cm. Ça veut dire que si la tumeur est au-dessus de 9 cm au niveau du rectum, vous n'atteignez pas cette tumeur. Vous ne l'atteignez pas. Donc il faut faire une rectoscopie. Voyez. Alors, les signes d'alerte vont varier. Vous avez été fumeur. Bon, très bien. Vous avez arrêté il y a 20 ans. Formidable. Seulement, vous toussez. Vous toussez de manière... tiens, c'est curieux. Alors, au début, vous dites, j'ai chopé la grippe, j'ai attrapé ça au boulot, etc. Mais il n'y a plus de grippe. Bon, et vous continuez à tousser. Bon. Et le matin, vous avez des petits crachats un peu foncés. Il y a du sang. C'est du sang qui est un peu digéré. Bon. Donc, il se passe quelque chose. Là, il faut aller voir un pneumologue. Voyez. Donc, quels sont les signes d'alerte? Vous toussez alors que vous ne toussiez pas, vous êtes constipé alors que vous ne l'étiez pas, vous avez des problèmes pour éliminer les urines et vous n'arrivez pas à éliminer les urines, parce que la prostate, elle est devenue la prostate du bœuf, voilà, du veau. Bon, et à ce moment-là, il faut aller voir le spécialiste et pas attendre. Ah oui. Alors, d'abord, nous en avons aujourd'hui avec, par exemple, le vaccin contre l'hépatite B, qui est fort discutable de donner ce vaccin à un gosse de 2 mois, de vie. Ça veut dire qu'il est né et à 2 mois, on lui balance un vaccin hexavalent, c'est-à-dire que vous avez dedans diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus influenzae B, 5e et 6e, c'est hépatite B. Je suis totalement opposé à cette vaccination chez un enfant de 2 mois. Pourquoi? Parce que il va falloir recommencer à 15 ans. À 15 ans, il n'y a plus d'anticorps. Bon, donc il faut le revacciner. S'il y a un risque chez ce jeune qui arrive à 15 ans, quel est le risque? Le risque, il est la drogue, il se pique. Le risque, il est la multiplication des partenaires dans le domaine de l'intimité. Bon, donc si c'est un jeune qui va vers ce type d'évolution, il faut le vacciner, il n'y a pas de doute. C'est le Gardasil, c'est le Cervarix, etc. Avant, c'était 3 injections. Maintenant, curieusement, c'est plus qu'une. On veut vacciner les gosses entre 9 et 12 ans. Tiens, 9 à 12 ans. Vous allez vacciner un enfant 9-12 ans contre le papillomavirus. Vous allez expliquer à cet enfant que c'est pour éviter un cancer du pénis. Pénis, il ne connaît pas le mot. Un cancer sur ton zizi. Vous allez expliquer à la petite qui a 9-12 ans que c'est pour éviter un cancer du col de l'utérus. Tout juste si elle sait ce que c'est que l'utérus. Col de l'utérus. Non, ça n'a aucun sens. Et ça c'est pas le vaccin contre l'hépatite B, c'est le vaccin contre le papillomavirus qui s'appelle Gardasil ou qui s'appelle Cervarix. Bien. Totalement opposé à ces vaccinations quand ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas à 2 mois, ou ce n'est pas dans l'année, ou ce n'est pas à 9-12 ans qu'il faut vacciner.
Le 2 mois, c'est l'hépatite B. Et l'hépatite B, je ne veux pas qu'on confonde le virus de l'hépatite B avec le virus papillomavirus, ce sont des virus qui sont différents, mais c'est vrai que le virus de l'hépatite B, si vous attrapez une hépatite B, eh bien, vous risquez d'avoir un cancer. En tant que chirurgien, j'ai fait une hépatite B, à l'époque, il n'y avait pas de vaccin. Bon, donc je n'étais pas vacciné. Mais l'hépatite B que j'ai réalisée dans mon corps en accueillant le virus qui m'a été passé par une malade que j'opérais avec un jet de sang que j'avais reçu dans l'œil, bon, j'ai parfaitement géré cette hépatite virale, d'accord, liée au virus de l'hépatite B. Je suis contrôlé, j'ai été contrôlé régulièrement et il n'y a aucun problème, je n'ai pas développé de cancer. Par contre, aujourd'hui, le chirurgien va se faire vacciner contre l'hépatite B, mais le problème du vaccin contre l'hépatite B, c'est qu'il contient une quantité d'aluminium qui est excessive. Et là, j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Refuser l'aluminium dans tous les produits de santé », sous-titre « Plaidoyer pour des vaccins sûrs et sans danger ». Or, le vaccin de l'hépatite B est un vaccin pour lequel on reconnaît, ça a été reconnu, qu'il y a des relations entre la vaccination et l'apparition de maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques. Et pour parler des vaccins, c'est ce qui, avec certains raccourcis journalistiques, vous a valu le titre de dire que Henri Joyeux est anti-vaccin. Mais non, mais je ne suis absolument pas anti-vaccin. Je suis pour des vaccins sûrs et sans danger. Je pense que dans l'avenir et le plus tôt possible, je sais qu'il y a des recherches là-dessus chez Sanofi, chez GSK, les grands laboratoires mondiaux qui fabriquent des vaccins, pour supprimer l'aluminium qui est un adjuvant. Sachez, Marc, que l'aluminium dans notre corps, il n'a rien à faire. Nous avons besoin de fer, nous avons besoin de cuivre, nous avons besoin de manganèse, de cobalt, des petites doses de tout cela, qui sont des oligo-éléments. Mais l'aluminium, nous n'avons pas une seule réaction biologique dans notre corps qui en a besoin. Donc vaccination, oui. Comment puis-je gérer le stress et l'anxiété liés à la prévention du cancer? Bonne question. Alors, monsieur de Montluçon, peut-être qu'il a de l'anxiété et du stress, tout ça se reliant évidemment parce que son papa, parce que sa maman, parce que dans la famille, il y a des cancers. Aujourd'hui d'ailleurs, j'étais l'autre jour dans le train, une personne à côté de moi, nous dialoguons, elle voit que j'avais des papiers de médecin, donc elle me pose des questions, et je lui dis, est-ce que vous avez des cancers dans votre famille? Étonné, quoi. Alors, elle comprend, je lui avais dit que j'étais cancérologue. Elle me dit, oui, oui. Mais famille loin ou pas proche? Ah, elle me dit, proche. Je lui dis, sans indiscrétion. Elle me dit, mon grand-père, ma maman. 2 cas. Dans toutes les familles. Dans toutes les familles. Bon, dans ma propre famille, il y a eu un cancer au niveau du cerveau, il y a des cancers prostatiques, il y a eu des cancers du sein, voilà. Il y a des cancers. Dans toutes les familles, il y en a. Bien sûr. Donc, je comprends le monsieur. Donc, vous êtes stressé, vous êtes anxieux, ne prenez pas d'anxiolytiques, écoutez cette émission, n'hésitez pas à poser des questions et essayez de regarder de moins en moins la télévision quand vous avez des collègues qui sont en train de passer pour faire de la publicité en vous faisant croire qu'on guérit tous les cancers. Les mesures spécifiques que je peux prendre pour réduire mon risque de développer un cancer du sein, notamment du poumon ou autre cancer. Poumon, alors c'est clair, tabac out. Attention à la pollution, transpirer, avoir de l'exercice respiratoire. Cancer du sein, évidemment, tout dépend dans la famille et puis tout dépend de l'âge que vous avez. Mais je vous dirais que si vous avez des enfants, allaitez-les, bien que ce n'est pas l'allaitement maternel qui va totalement supprimer les risques, mais prenez le moins possible de traitements hormonaux. Je le dis très clairement, la pilule pendant 20 ans, c'est excessif. Ce sont des doses d'hormones estrogéniques et progestéroniques qui mettent, c'est sûr, vos ovaires au repos pour éviter d'avoir une ovulation et qu'un spermatozoïde réuni à un ovule ne fasse une vie nouvelle. Donc je suis tout à fait favorable à une contraception intelligente, la plus écologique possible, mais sachez que de consommer pendant 20 ans des pilules, ça augmente le risque de cancer du sein, mais les gynécologues ne vous le diront pas, sauf quand la gynécologue elle-même a été atteinte ou que le gynécologue a son épouse ou quelqu'un dans sa famille qui a été atteint. Je me souviens d'un de mes collègues qui était directeur d'un centre anticancéreux, et j'en parlais avec lui, et il était très bon chirurgien pour opérer les cancers du sein, mais il n'avait absolument pas intégré les causes.
Ils pensaient que c'était la roulette russe et le hasard. Non, non et non. Ce n'est pas le hasard. Et si vous prenez un traitement hormonal substitutif, prenez le THM, traitement hormonal de la ménopause, le moins longtemps possible. Allez vers de la phytothérapie. C'est un des facteurs, de toute façon. Bien sûr, d'augmentation des risques. D'augmentation des risques, tout à fait. Évidemment. Allez, une petite dernière, si je puis dire. Les facteurs environnementaux, c'est la pollution et on en a de plus en plus conscience. Je voyais récemment qu'on nous disait que dans le métro, je sais que le métro est dirigé par notre ancien Premier ministre, Jean Castex, je connais bien. Qu'est-ce qu'il va faire pour nettoyer le métro Il y a une ligne spécifique qui a... Oui, il y en a une où il y a le plus de monde, malheureusement, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'il y ait des aérations, il faut trouver des systèmes de dépollution de notre environnement. Alors toute l'écologie qu'on est en train de pousser au maximum, c'est une très très bonne idée et ça pourrait réduire les risques de cancer. Mais le mieux, c'est faites de l'exercice physique, respirez, videz vos poumons. Tous les matins, faites de grandes inspirations. Vous inspirez par les trous de nez, vous remplissez à fond les poumons, vous baissez en avant, vous videz et vous avez des expectorations. Ne gardez pas des expectorations dans votre poumon, il faut que tout ça, ça sorte. Et ayez donc une sorte de dynamique respiratoire importante. Je parle pour le cancer du poumon, cancer du larynx, etc. Ce qui est assez incroyable, c'est que, pour terminer là-dessus, professeur, c'est qu'on se rend quand même compte qu'aujourd'hui, dans notre société, il faut tout vérifier, il faut tout contrôler. C'est presque obsédant. Si vraiment on avait envie de faire les choses de manière pointilleuse, réfléchie, intelligente, quel que soit l'endroit où on est, peut-être même dans ce studio, dès qu'on sort à l'extérieur, on va s'attabler pour aller déjeuner, qu'est-ce qu'on mange Autrefois, il y avait dans les facultés de médecine ce qu'on appelait des chaires d'hygiène. Bon, on appelait aussi, c'est la chaire du bidet, quoi. Bon, c'était un peu péjoratif. Mais aujourd'hui, je pense que le mot hygiène n'a pas pris grand sens quand même dans la population, sauf que ce sont des comportements de santé. Il faut le dire sous cette forme-là. Il ne faut pas que ça soit des comportements moralisateurs. Vous n'allez pas interdire de fumer. Vous allez expliquer les dangers. Vous comprenez? Vous n'allez pas interdire de consommer tel ou tel aliment, du saucisson en quantité industrielle ou des produits laitiers en quantité... Non. Vous allez expliquer quels sont les dangers. Nous avons des neurones et tout humain a autant de neurones qu'un prix Nobel. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Bon, et donc il faut un peu travailler, il faut un peu réfléchir. Il faut aller chercher des experts qui ne vous trompent pas. Et l'originalité de ABC Talk, c'est qu'à ABC Talk, on ne vous raconte pas des salades. On vous dit des choses. Je ne suis pas payé pour passer dans votre émission. Absolument. Et j'en suis très heureux et je ne le souhaite absolument pas. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il y ait le maximum de personnes qui le regardent et qui diffusent. Parce que je ne veux pas remplir les centres anticancéreux, je voudrais plutôt les fermer. Donc plutôt que d'aller à l'hosto, il vaut mieux aller dans les bons restos. Voilà. Ça, c'est joliment dit. Merci infiniment, professeur, comme toujours. Avec plaisir. Merci. Et nous allons aller déjeuner, justement. Je vous souhaite bon appétit, peut-être, si vous passez à table. Et bien entendu, comme toujours, prenez soin de vous. Vous partagez, vous commentez, et on aura l'occasion de revenir sur l'ensemble des questions que vous souhaitez poser au professeur. À bientôt.